Je vais laisser la parole à Monsieur Malespine, qui est notre intervenant du soir. Bonsoir à tous. Alors, il y a quelques nouveaux inscrits. Donc, je suis Monsieur Despin, le directeur de l'Association des maires des Deux-Sèvres. Donc, je ne vais pas revenir ou vous présenter l'ensemble des missions de l'ADM une nouvelle fois. Je vais juste faire un rapide point sur sur ces réunions d'information, sur ces universités et sur le programme de formation que vous allez recevoir, enfin, que chacune des collectivités des Deux-Sèvres va recevoir la semaine prochaine. Donc, plusieurs élus nous ont sollicité là dernièrement pour effectivement, et qui étaient demandeurs de ces formations, de savoir comment ça s'organisait sur le second semestre. Donc, pas d'inquiétude. Alors, honnêtement, donc on a démarré les universités des maires, donc avec ces sessions comme celle de ce soir, avant le deuxième tour, parce qu'on a ouvert vraiment à tout le monde. Ces sessions étaient effectivement gratuites. On avait la possibilité de les faire en replay, mais pour les formations, de manière à ce que tout le monde s'inscrive valablement, nous attendions pour le coup le second tour et l'installation des nouveaux élus qui arrivera d'ici à dimanche. Donc la semaine prochaine, un programme de formation jusqu'à décembre 2020 va vous parvenir. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet. Les thématiques seront diverses et variées. On va forcément étaler ça sur le début de la mandature, mais les thématiques qui nous sont effectivement assez demandées à chaque fois en début de mandat et qui sont importantes. Si on peut faire effectivement un classement, mais voilà, il y aura des choses relatives au budget, relatives à la commande publique, à la législation funéraire, à la communication, que j'entends par là, prise de parole en public, gestion d'équipe. Voilà, toutes ces choses-là qui vont vous être proposées et envoyées dès la semaine prochaine. Voilà. Je vais vous laisser du coup. Et il y aura également Est-ce qu'on Madame peut, d'autres, oui, oui, dites-moi. Julien, est-ce qu'on peut expliquer quand même que ce qu'on fait là, ce ne sont pas des séances de formation, ce n'est que de la sensibilisation et de C'est de la l'information. sensibilisation, Voilà, les exactement. Mais par formations, ça répond à notre logique et c'est beaucoup plus costaud quand même comme programme. Oui, la seule différence, c'est la durée. La durée d'une formation, en général, va d'une demi-journée à un, voire plusieurs jours. Nous, Association des maires des Deux-Sèvres, on a pris le parti de les faire exclusivement sur une journée. L'agenda des élus étant assez dense, c'était effectivement pas évident de s'organiser sur plus d'une journée. Et ces réunions d'information, comme le sont les universités des maires, alors c'est une sorte de pied à l'étrier, mais effectivement, même si c'est de la sensibilisation, pendant l'heure et demie ou les 2 heures qui suivent, on est à chaque fois sur des choses vraiment voilà, pratico-pratiques et on rentre vraiment dans le vif du sujet. Par exemple, là aujourd'hui, on va effectivement aborder tout ce qui est relatif à la commande publique, hein, sans être forcément exhaustif, mais de manière la plus complète qu'il soit. Mais une formation à proprement parler sera organisée sur la commande publique au second semestre. La différence entre les réunions d'information, hormis le fait que les réunions d'information sont effectivement gratuites et les formations sont payantes avec des prix que vous allez recevoir la semaine prochaine, des tarifs qui sont vraiment adaptés au local et adaptés à la strate de votre collectivité, la strate de population. Donc voilà, à des prix vraiment, vraiment abordables, mais on diminue également le nombre de stagiaires lors de ces formations. On ne va jamais sur des nombres supérieurs à 20 et sur des formations où il y a plus d'interactivité qui est nécessaire, notamment tout ce qui est communication, management, des choses comme ça. On réduit même à 12 personnes, à 12 stagiaires. L'idée étant, c'est que voilà, c'est que l'élu qui vient en formation et sur une journée donnée, les éléments essentiels, alors de par sa présence le jour de la formation, de par ses échanges avec ses homologues élus d'autres territoires le jour J, et également la remise des documents supports et un suivi dans les semaines, dans les jours qui suivent. Donc voilà. Mais vous aurez toutes ces informations très très prochainement. Donc voilà. Je vais laisser la parole à Monsieur Malespine, que je remercie, qui représente effectivement l'UGAP et en partenariat avec Mairie 2000. Et je vous souhaite une bonne réunion à toutes et à tous. Merci à vous. Alors avec le micro, ce sera mieux. Voilà, on m'entend maintenant. C'est Ouais. mieux. Très bien. Bonjour à toutes et à
tous. Merci Monsieur Despins de cette introduction. Merci à Nathalie, d'autres d'avoir pris l'initiative d'une intervention de l'UGAP sur l'actualité des marchés publics, les fondamentaux des marchés publics. Donc je vais d'abord partager le support. Vous allez me confirmer qu'il apparaît bien. Est-ce que c'est le cas? Il me semble que oui. Mais je pense que c'est le cas. Voilà. Est-ce que tout le monde voit le support? Je regarde pour me le confirmer, Nathalie, on voit le support? Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller s'il y a des questions. Donc, nous allons parler des fondamentaux sur les marchés publics. Alors, brièvement, donc, je suis Guillaume Lespine, le directeur de l'audit, du contrôle interne et des risques de l'UGAP, et je suis également médiateur interne de l'UGAP. J'étais précédemment en responsabilité à la direction juridique de l'UGAP, et l'UGAP, dans le cadre de ce partenariat avec Mairie 2000, intervient au bénéfice des gestionnaires locaux, au bénéfice des communes, pour apporter son expertise en matière de marché public. L'UGAP, en bref, c'est une centrale d'achat public qui dépend du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'éducation nationale. En tant que centrale d'achat public, l'UGAP est un acheteur. Est un acheteur comme n'importe quelle collectivité, à ceci près qu'elle achète avec des gros volumes, et elle achète au bénéfice de collectivités publiques qui ont un intérêt particulier à acheter à l'UGAP dans la mesure où elles sont alors dispensées de règles de publicité et de mise en concurrence. Finalement, il y a un transfert de la collectivité vers l'UGAP de toute la procédure de marché. Mais là n'est pas le propos. Le propos est ici de vous sensibiliser, Nathalie D'autre l'a rappelé, de vous sensibiliser sur les questions clés qu'il faut se poser lorsque l'on entre en responsabilité et lorsqu'on est confronté à la passation d'un marché public. Donc le programme paraît un peu dense, mais nous allons d'abord rappeler ce qu'est rapidement un marché public. Nous verrons qui, au sein d'une collectivité publique, au sein d'une collectivité territoriale, est un acheteur public et par conséquent doit appliquer les règles de la commande publique. Nous verrons avec qui une collectivité peut contracter et nous déroulerons un peu tout le processus de l'achat, quels grands principes respecter, comment acheter, comment définir son besoin, comment connaître les fournisseurs susceptibles de répondre aux besoins de la collectivité, comment construire le marché, c'est-à-dire comment structurer les lots, quelles règles appliquer en fonction des seuils, quelles sont les grandes règles à connaître en matière de dématérialisation, et parce qu'il me semble que c'est l'essentiel des marchés que les collectivités territoriales de votre strate démographique passent, quelles sont les grandes orientations du marché à procédure adaptée. Si le temps me le permet, je dirai quelques mots des mesures prises par le gouvernement dans cette période de crise sanitaire, et alors que l'on est encore sous le régime de l'état d'urgence, nous verrons qu'un certain nombre de mesures exceptionnelles ont été prises en matière de marché public. Très brièvement, je passerai assez vite sur cette slide. Les marchés publics obéissent désormais à un ensemble de règles regroupées dans le Code de la commande publique. C'est un ensemble de textes qui régissent la passation, l'exécution et voire même la résolution des litiges dans le cadre de procédures de médiation. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un marché public? À partir de quand, sur quels critères est-on en présence d'un marché public, et donc dans quelles conditions doit-on observer, mettre en œuvre les règles de publicité et de mise en concurrence?
D'abord, un marché public est un contrat conclu par un acheteur. Et les collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale sont sans contestation, sans conteste possible, des acheteurs publics. C'est un contrat conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Ça veut dire qu'il est tout à fait possible à une collectivité de conclure un même marché, un seul contrat avec deux ou plusieurs entreprises. Au cas général, l'acheteur conclura un contrat avec un titulaire, une entreprise, mais il est tout à fait permis de conclure un contrat avec deux, voire plus d'entreprises, notamment lorsqu'on veut s'assurer que, en cas de défaillance d'un titulaire, on aura la possibilité de s'adresser à un autre titulaire régulièrement choisi. Un marché public est un contrat qui est conclu par la collectivité pour répondre à un besoin en matière de service, un besoin en matière de fourniture, un besoin en matière de travaux. Un marché public a toujours une dimension onéreuse. Il y a toujours un élément financier. Dans un marché public, un contrat à titre gratuit ne peut pas être un marché public. Lorsque vous sollicitez une prestation de la part d'une entreprise et que cette prestation est réalisée à titre gratuit par l'entreprise, alors vous n'êtes plus dans le cadre des marchés publics. Le marché public présente toujours un élément d'onérosité qui se traduit par le versement d'un prix, c'est le cas général. La collectivité va verser un prix à son titulaire, mais il peut y avoir une autre forme d'onérosité dans ce contrat, c'est l'hypothèse où la collectivité ne verse pas un prix, mais abandonne une recette au bénéfice de son titulaire. Prenons un exemple concret. Opérationnel. Une commune souhaite éditer un journal municipal, soit sur support papier, soit sur support électronique, par exemple avec une lettre électronique ou avec un site internet. Et l'hypothèse que j'ai mise ici est celle où la commune ne verse rien à l'éditeur de ce journal municipal. Elle ne verse rien, mais l'éditeur de ce journal municipal va se rémunérer sur la publicité qui sera assurée dans ce journal municipal. Il y aura des annonceurs dans ce journal municipal qui paieront pour que la publicité soit assurée. Eh bien, dans ce cas de figure, alors même qu'il n'y a aucun flux financier entre la commune et l'éditeur du journal municipal, parce que l'éditeur du journal municipal tire une rémunération des recettes publicitaires, l'on considère que dans ce cas de figure, on est bien en présence d'un marché public. Car dans le contrat conclu entre la commune et l'éditeur du journal municipal, il y a un élément d'onérosité, il y a un aspect économique qui ne part pas de la commune vers l'éditeur, mais qui malgré tout rémunère l'éditeur. Et donc pour ce type de contrat, même s'il n'y a pas versement d'un prix, il faut contracter en respectant les règles de publicité et de mise en concurrence. Autre caractéristique du marché public, un marché public est toujours un contrat conclu pour une durée limitée. Il doit y avoir une borne dans le temps à ce contrat, bien tout simplement parce que le droit de la commande publique, le droit des marchés publics exige que l'on remette en concurrence régulièrement les titulaires. Il n'y a pas de rente de situation. Je peux dire ça de manière aussi triviale, il n'y a pas de rente de situation. Le contrat est limité dans le temps et au terme du contrat, eh bien, il faut remettre en concurrence les entreprises pour une nouvelle période. Si je poursuis avec mon exemple du journal d'annonce municipale, vous pouvez contracter avec un éditeur
pendant une période de 4 ans. Au terme des 4 années, il faudra remettre en concurrence et relancer une procédure pour sélectionner un nouvel éditeur de journal municipal. Enfin, c'est une clarification opportune qu'apporte le Code de la commande publique. Un marché public, lorsqu'il est conclu par une personne morale de droit public, et une personne morale de droit public, c'est typiquement une collectivité territoriale, un marché public est toujours un contrat administratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute difficulté, tout litige qui viendrait à naître s'agissant de la passation du contrat ou s'agissant de l'exécution du contrat, cette difficulté sera portée devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif qui sera toujours compétent dans le cas de marché public conclu par une collectivité territoriale, une commune. Voilà les éléments qui permettent d'identifier dans quel cas nous sommes en présence d'un marché public et donc de savoir si pour contracter avec une entreprise, on doit respecter les règles de publicité et de mise en concurrence. Alors, qui achète? Quels sont ces acheteurs publics qui doivent être soumis aux règles de la passation des marchés? Je mettrai l'accent ici sur le deuxième cas de figure, car c'est celui qui est le moins intuitif. Les personnes morales de droit public sont toujours des acheteurs publics. Une collectivité territoriale, une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un conseil départemental, un conseil régional sont des personnes morales de droit public et par conséquent sont des acheteurs publics. Mais il y a un cas de figure que nous évoquons ici, qui est le deuxième cas, qui est l'hypothèse de personnes morales de droit privé. Certaines personnes morales de droit privé, certaines associations créées au sein de la commune, une association loi 1901 par exemple, pourra, à certaines conditions que je rappelle ici, être regardée comme un acheteur public. Prenons un exemple. Prenons l'exemple d'une association loi 1901 constituée pour être le comité des fêtes de la commune. Autre exemple, une association loi 1901 qui est constituée pour animer la vie sportive, la vie récréative de la commune. C'est une association, c'est une personne morale de droit privé. Mais malgré ce statut de personne morale de droit privé, l'on considérera que cette association devra appliquer les règles de la commande publique. Ce comité des fêtes, créé sous forme associative, devra appliquer les règles de la commande publique. Pourquoi? Et dans quelles conditions? D'abord, si l'on constate que cette association, ce comité des fêtes, a été créé par la collectivité, par la commune. L'on dit ici pour satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, concrètement dans le contexte du comité des fêtes, pour animer la vie de la commune pour des événements festifs, récréatifs. Et si l'on considère que ce comité des fêtes, cette association sportive, voit son activité financée majoritairement par la collectivité, la commune, voit sa gestion contrôlée étroitement par la commune, ou encore, si l'on constate que ce comité des fêtes a au sein de ses organes de direction des membres qui, pour plus de la moitié, ont été désignés par la commune, alors, aussi bien pour le tribunal administratif que pour les chambres régionales et territoriales des comptes, cette structure privée, cette association, comité des fêtes ou association sportive, sera regardée en réalité comme un acheteur public. L'on considère en réalité que derrière cette personne morale de droit privé,
en réalité, c'est la commune qui agit. Et parce que c'est la commune qui est regardée comme agissante, la personne morale de droit privé doit appliquer les mêmes règles que s'il s'agissait de la commune en direct qui exerçait ses missions. Très important à avoir à l'esprit, vous pouvez avoir une structure de droit privé qui doit appliquer les règles de la commande publique. Et si elle ne le faisait pas, eh bien, les chambres régionales et territoriales des comptes y verraient à redire et le tribunal administratif pourrait invalider le marché, considérant que le marché a été conclu sans respecter les règles de publicité et de mise en concurrence. Ce n'est pas en pratique une hypothèse d'école. Nombre de structures privées sont créées à l'initiative des communes, à l'initiative d'une personne morale de droit public, et par conséquent doivent appliquer les règles des marchés publics. Autre précision d'importance ici, lorsqu'on est acheteur, il faut savoir en quelle qualité on va acheter. Et le droit est un peu complexe ici, puisqu'il distingue en réalité deux casquettes, si je puis dire, chez l'acheteur. La casquette que nous venons d'évoquer, celle de pouvoir adjudicateur, et une autre casquette, celle d'entité adjudicatrice. Alors, ce sont des termes un peu techniques, mais pour comprendre ce que recouvrent ces termes techniques, là encore, partons d'un exemple. Prenons l'hypothèse d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale qui va acheter des véhicules ou qui va acheter des PC. Cet établissement public de coopération intercommunale peut avoir dans sa compétence une compétence de transport interurbain, une compétence de distribution d'eau potable, une compétence de production, de distribution de sources d'énergie, réseau de chaleur par exemple. Eh bien, suivant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale achète pour les besoins de cette activité d'opérateur de réseau, ou suivant qu'elle achète pour les besoins du fonctionnement administratif de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, en réalité, la même personne n'achètera pas avec la même casquette. Dans mon exemple, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale achète des PC pour le personnel administratif de la commune, ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale achète des véhicules pour les agents ou le personnel de l'établissement public de coopération intercommunale, la commune achète alors en qualité de pouvoir adjudicateur. Mais lorsque ce même établissement public de coopération intercommunale achète des véhicules qui sont destinés aux services publics de distribution d'eau potable, qui sont destinés aux services de transport interurbain, alors ces mêmes véhicules sont toujours achetés par l'établissement public de coopération intercommunale, mais non plus en qualité de pouvoir adjudicateur, mais en qualité d'entité adjudicatrice. Et la distinction n'est pas neutre, car les seuils de procédure sont différents suivant que l'on achète en qualité de pouvoir adjudicateur ou en qualité d'entité adjudicatrice. Les seuils de procédure formalisée sont plus élevés lorsqu'on achète en qualité d'entité adjudicatrice que lorsque l'on achète en qualité de pouvoir adjudicateur. Première différence. Deuxième différence, le recours à la négociation est davantage permis lorsque l'on achète en qualité d'entité adjudicatrice que lorsque l'on achète en qualité de pouvoir adjudicateur. Ça veut donc dire qu'il faut bien être au clair sur pourquoi j'achète, à quelle fin. Est-ce que j'achète des véhicules pour mes agents administratifs ou est-ce que j'achète des véhicules qui vont être destinés
à l'exploitation du service public de distribution d'eau potable, à l'exploitation du service de transport interurbain. Dans un cas, je suis pouvoir adjudicateur. Dans un autre cas, je suis entité adjudicatrice. Les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques, ce sont les entreprises, ce sont les titulaires. Ce que l'on désigne par opérateur économique, eh bien, ce sont les organismes, les acteurs, les entreprises, mais pas que, qui vont réaliser la prestation, vont réaliser les travaux, vont exécuter la prestation de service, qui vont fournir les biens à la collectivité. Et, chose que peut-être on ignore, un opérateur économique peut être, c'est ce à quoi on pense de manière spontanée, un opérateur économique, c'est une entreprise privée. Mais ça peut être une personne physique. Un particulier peut tout à fait répondre sous le statut d'auto-entrepreneur à une consultation d'une personne publique. Et une personne publique elle-même peut parfaitement et de manière tout à fait régulière répondre à une consultation lancée par une autre personne publique. Je prends un exemple tiré de la jurisprudence. Un conseil départemental, dans les années 2010-2015, a lancé une consultation pour une prestation de dragage d'un estuaire. On lance une consultation et à cette consultation répondent des entreprises privées, mais aussi un autre conseil départemental qui avait une barge disponible pour ses besoins propres, mais qui n'était pas utilisée à plein régime, qui n'était pas utilisée sur toute l'année, de sorte que le conseil départemental dit, puisque j'ai une barge, puisque je peux répondre aux besoins d'un autre conseil départemental, je vais répondre à la consultation. In fine, le marché est attribué par le conseil départemental à l'autre conseil départemental. Bien entendu, les entreprises privées ont été fort contrariées de l'attribution de ce contrat et donc ont contesté, sont allées devant le tribunal administratif en disant mais comment est-ce possible qu'une personne publique attribue un marché à une autre personne publique? Comment est-ce possible que le conseil départemental, qui a un besoin de prestation de dragage d'un estuaire, confie son marché à un autre conseil départemental qui a l'équipement pour réaliser cette prestation? Le Conseil d'État a parfaitement validé ce montage. Dans un arrêt important de 2014, le Conseil d'État dit qu'il est tout à fait possible à une personne publique de répondre à un marché public d'une autre personne publique. La seule condition que pose le Conseil d'État, c'est que la personne publique qui s'érige en prestataire de service ne doit pas tirer un avantage concurrentiel de son statut de personne publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prestation de dragage de l'estuaire ne peut pas être financée par l'impôt. Elle doit être financée, l'équilibre économique doit être financé par les recettes d'exploitation. Car si elle était financée de manière indirecte par l'impôt, on voit bien que cela créerait une distorsion de concurrence entre les personnes publiques qui répondent à une consultation et les entreprises privées qui ont leur coût fixe pour répondre à une consultation. Et il ne faut pas être surpris si, lorsque vous lancez une consultation, eh bien, une autre personne publique répond à votre marché. C'est tout à fait régulier dans son principe. Alors ici, je rappelle qu'un candidat est un opérateur économique qui demande à participer et un soumissionnaire est un opérateur économique qui répond, c'est-à-dire qui dépose une offre. Nous venons de voir quels sont les acteurs.
Les acheteurs publics d'une part, avec cette distinction pouvoir adjudicateur, entité adjudicatrice, les opérateurs économiques d'autre part, ceux qui vont exécuter la prestation, fournir le bien, réaliser les travaux, et nous venons de redire que ce prestataire peut être une personne. Quand on lance un marché, il y a un certain nombre de grands principes à avoir vraiment à l'esprit. Pourquoi? Parce que ces principes vont structurer tout le travail de l'acheteur. Tout le montage contractuel va être structuré autour de ces principes. Ces principes sont repris dans le code, je n'y reviens pas. C'est d'abord l'égalité de traitement. Toutes les entreprises, tous les opérateurs, tous les candidats doivent être traités sur un pied d'égalité. Il ne peut pas y avoir d'informations privilégiées données à un opérateur au préjudice d'un autre, au détriment d'un autre. Il ne peut pas y avoir d'asymétrie d'information. Premier principe. Deuxième principe, la liberté d'accès. Tout opérateur économique doit pouvoir répondre à une consultation. Vous ne pouvez pas introduire des critères qui ne seraient pas objectifs, qui ne seraient pas liés au marché, afin d'évincer, d'écarter de la consultation une entreprise. Ça, c'est tout à fait irrégulier. Troisième principe, la transparence. Il faut être d'une grande clarté sur les règles, les critères qui vont présider à votre choix, au choix des entreprises. Vous ne pouvez pas ne pas être clair sur les critères d'attribution du marché. Vous ne pouvez pas ne pas être clair sur les conditions d'exécution du marché. Vous ne pouvez pas ne pas être clair sur le prix dans sa structure. Enfin, il y a un dernier principe, plus récent, qui est le principe d'impartialité. Ce que l'on veut ici prévenir, c'est clairement le conflit d'intérêts ou le délit de favoritisme. Vous ne pouvez pas attribuer un marché en tant que maire à une entreprise au sein de laquelle vous avez des intérêts quelconques, qu'il s'agisse d'intérêts matériels ou d'intérêts familiales. Ça, c'est tout à fait impossible. Le principe d'impartialité fait obstacle à ce qu'un marché soit attribué dans une situation de conflit d'intérêts. Il faut l'avoir tout à fait à l'esprit. Les grands principes se doublent d'un certain nombre de règles fondamentales, de règles générales, qui vont ici préciser quels sont les droits, les prérogatives de l'acheteur public vis-à-vis de son prestataire, vis-à-vis de son titulaire. D'abord, et le Code de la commande publique le rappelle opportunément, l'acheteur public, la commune, exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat. Même s'il n'est pas prévu dans le marché, vous avez la possibilité d'aller contrôler l'exécution du contrat. Cela n'a pas besoin d'être prévu, c'est un principe général. Regardez, on parle de régime général. Votre titulaire ne peut pas vous dire « mais attendez, rien n'est prévu dans mon marché s'agissant de l'exécution, donc passez votre chemin, vous me laissez exercer ma prestation jusqu'à son terme et vous me payez ». Non, ça c'est absolument impossible, même si ce n'est pas marqué, même si ce n'était pas inscrit dans le contrat, l'acheteur public dispose, de par le régime général des marchés publics, d'un pouvoir de contrôle. Deuxième grand principe, deuxième règle, lorsque vous êtes sur un marché de services, je donnais dans mon exemple tout à l'heure l'hypothèse d'un marché de transport interurbain ou un principe de distribution d'eau potable. Eh bien, un contrat, un marché qui aurait pour objet l'exécution d'un service public doit respecter le principe de continuité du service public. Ça veut dire que le prestataire sera tenu, en tout état de cause, de fournir le bien, d'assurer la distribution d'eau potable, d'assurer le transport.
Autre grand principe, au bénéfice ici du titulaire. Le titulaire qui viendrait à poursuivre l'exécution du contrat dans l'hypothèse d'un événement imprévu, extérieur aux parties, c'est-à-dire un événement qu'au moment de la conclusion du contrat, on n'avait pas pu prévoir. L'hypothèse de l'épidémie de Covid-19 n'était pas prévisible. Lorsque les marchés ont été signés en janvier ou en décembre 2019. Rien ne permettait de dire qu'on serait dans une situation de crise aussi aiguë. Lorsque ce titulaire poursuit l'exécution du contrat en présence de circonstances imprévues qui bouleversent l'économie du contrat, le titulaire a le droit à une indemnisation. Ça, c'est un principe aussi qui n'a pas besoin d'être mentionné dans le marché, qui n'a pas besoin d'être inscrit. Là encore, nous sommes ici dans le régime général fixé par le code lui-même. Autre grand principe, là au bénéfice de l'acheteur, la collectivité a toujours la possibilité de modifier unilatéralement le marché. On a tendance à croire que toute modification du marché suppose un avenant. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il n'est pas nécessaire de conclure un avenant pour modifier le marché. L'acheteur public a la possibilité de modifier unilatéralement le contrat, mais il y a une contrepartie. La contrepartie de cette modification unilatérale, c'est l'indemnisation du titulaire. L'indemnisation du titulaire, rappelons ce que nous rappelons ici, sous réserve des stipulations du contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a rien d'écrit dans le contrat, dans le marché, en cas de modification unilatérale par l'acheteur, par la collectivité, le titulaire a droit à une indemnisation, mais l'acheteur public peut très bien, dès l'origine, dire, en l'inscrivant bien sûr dans le contrat, que toute modification unilatérale du marché n'ouvre pas droit au versement d'une indemnisation. Mais si ce n'est pas mentionné, alors le principe de l'indemnisation demeure. Pour fermer la voie de l'indemnisation, il faut l'écrire expressément dans le contrat. Et pourquoi faut-il l'écrire expressément dans le contrat? Eh bien, au nom de l'exigence de transparence. Il faut l'écrire expressément dans le contrat de telle sorte que le titulaire sache qu'en cas de modification unilatérale du marché, il n'aura droit à aucune indemnité. Et comme il prend un risque, en pareille hypothèse, bien, le corollaire du risque qu'il prend, c'est qu'il intégrera ce risque dans le prix qu'il vous proposera. L'exigence de transparence ici s'impose. Même raisonnement lorsque l'on résilie unilatéralement le marché, c'est-à-dire lorsqu'on met fin au marché. L'acheteur public a la possibilité de mettre un terme au marché avant la fin du délai convenu. Vous avez un marché d'édition d'un journal d'annonce municipal, d'un journal d'information municipale. Vous l'avez conclu pour une durée de 4 ans, c'est la durée classique des marchés publics. Et puis, vous considérez que le livrable n'est pas satisfaisant et vous voulez mettre un terme à la prestation, malgré un engagement initial de 4 ans. C'est tout à fait possible. Vous avez toujours la possibilité de mettre un terme à votre marché en cours d'exécution, et cela de manière unilatérale. Différentes hypothèses. Soit parce que vous considérez que le titulaire a commis une faute, et auquel cas vous allez résilier pour faute, soit parce que vous allez résilier pour motif d'intérêt général. Exemple, très concret. En début de mandature, vous concluez un marché d'édition
d'information municipale sur support papier pour une durée de 4 ans. Et puis, en cours de mandature, vous percevez l'intérêt de passer à un journal d'annonces d'information municipale digitalisé, électronique, et vous dites, bah, finalement, je n'ai plus besoin de ce journal papier, car via une newsletter, je pourrais toucher plus rapidement, plus instantanément mes administrés. Donc, vous allez résilier le marché d'édition du journal papier pour contractualiser avec un prestataire qui va éditer un journal électronique. Ici, vous allez pouvoir résilier le marché pour motif d'intérêt général. Le besoin disparaît. Je n'ai plus besoin d'un journal d'annonces, d'information municipale sur support papier. Je me convertis à la digitalisation, j'édite un journal électronique. Résiliation pour motif d'intérêt général, le besoin disparaît ou le besoin évolue. Alors là encore, lorsque l'acheteur résilie pour motif d'intérêt général, il doit indemniser son co-contractant. Dans mon exemple, édition d'un journal papier pour une durée de 4 ans, avec un prix prévu pour la durée de 4 ans. Au terme de 2 années, ou au terme de 3 années, vous dites, bah, désormais, je privilégie et je fais le choix d'un journal électronique, d'une newsletter plus fréquente à l'attention de mes administrés, je résilie le marché. Seulement, il y a un manque à gagner pour l'éditeur du journal papier, puisqu'il avait encore 1 an d'exécution. Donc, il est fondé à prétendre, il est fondé à demander une indemnisation. Et vous devez verser cette indemnisation. Vous devez la verser, sauf si votre contrat avait prévu dans ses stipulations, dans ce qui était écrit, que en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité. Là encore, exigence de transparence. Le titulaire doit savoir que si l'acheteur public résilie pour motif d'intérêt général, il n'aura droit à aucune indemnité. Et que va-t-il faire? Il va couvrir son risque. Et il va le couvrir comment? À travers un prix sans doute. Donc là encore, il faut être très précis, très clair dans les stipulations, dans les termes du marché fixé dès l'origine. Comment acheter? Comment acheter? C'est une question que l'on peut se poser. On peut se poser la question, car parfois, il peut être davantage opportun d'acheter à plusieurs. Pour faire des économies. Pardon, excusez-moi, Monsieur Moréa, j'ai plus la main, parce que je vais la reprendre, mais est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Merci. Non, merci. En effet, j'avais un bruit de fond. Alors, comment acheter? La question mérite d'être posée, car parfois, acheter à plusieurs ou acheter auprès d'une structure qui a déjà le service, qui a déjà la fourniture, bien, peut présenter un gain achat majeur, un gain de procédure d'abord, un gain de temps et un gain achat. Et donc, il n'est pas neutre, il n'est pas indifférent de se poser la question de savoir si je lance ma propre procédure ou si j'achète auprès d'une structure qui a déjà le bien ou la fourniture ou le service, ou si je me mets avec d'autres pour acheter. Il y a 2 techniques d'achat mutualisé ou groupé ou centralisé. Il y a la centrale d'achat, c'est le modèle type qu'est l'UGAP, l'Union des groupements d'achat public. Concrètement, mais il y en a d'autres, notamment au niveau territorial.
cette centrale d'achat, qu'est-ce qu'elle va faire? Bien, elle va acheter pour un nombre indéterminé de clients, des personnes publiques, des collectivités, des départements, des communes, des régions, des établissements publics de coopération intercommunale, des associations soumises à la commande publique, et elle va acheter en quantité. Et parce qu'elle va acheter en quantité, eh bien, elle va avoir des prix tout à fait attractifs. Je prends un exemple très concret. Une centrale d'achat comme la nôtre, lorsqu'elle achète des véhicules, compte tenu du volume d'achat, elle obtient des taux de remise sur prix public qui peuvent aller jusqu'à 30%. 30% par rapport au prix de concession. Parce qu'elle achète en nombre. L'UGAP est le premier acheteur public de véhicules en France. C'est un exemple. Donc c'est un fonctionnement d'achat pour revente. J'achète auprès des constructeurs automobiles et je revends auprès des collectivités. Et l'intérêt immédiat pour ces collectivités, c'est d'abord, je ne lance pas de procédure. Je n'ai pas besoin de mobiliser mes équipes, mes agents sur cette procédure. Je dispose je bénéficie d'un gain achat lié à la mutualisation et j'ai comme interlocuteur les acteurs, les acheteurs de la centrale d'achat. La deuxième hypothèse est celle où on achète à plusieurs en constituant ce que l'on appelle un groupement de commandes. Prenons l'exemple concret. Vous êtes 3 ou 4 communes et à l'occasion de réunions, par exemple, au sein de l'intercommunalité ou au sein d'un syndicat, vous constatez que vous avez, en tant qu'élu, un besoin qui est très proche, ou un besoin qui est tout à fait similaire. L'intérêt ici, c'est d'acheter ensemble. Vous avez besoin d'un engin de viabilité hivernale, vous avez besoin d'engins d'entretien des espaces verts pour vos agents. Vous n'allez pas acheter chacun dans votre coin cet engin de viabilité hivernale, cet engin d'entretien de la voirie. Oui, pourquoi ne pas acheter ensemble? Vous allez alors constituer un groupement de commandes. Qu'est-ce qu'un groupement de commandes? Le groupement de commandes, c'est un contrat. Ce n'est pas une personne. C'est un contrat. La commune A, la commune B, la commune C vont conclure un contrat dans lequel elles vont dire, bien voilà, pour ces engins de viabilité hivernale, pour ces fournitures de bureaux, par exemple, pour ces prestations de conseil, pour ces prestations d'entretien des espaces verts, pour ces prestations de maintenance des bâtiments, nous allons acheter ensemble. Nous allons acheter ensemble. Et donc, nous allons rédiger une convention qui va prévoir ces achats groupés. Dans le contrat, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui réalise la procédure pour les autres, vous allez désigner la collectivité qui va lancer la procédure. La collectivité, par exemple, la commune A, va lancer la procédure pour elle-même, pour B et pour C. Pour la commune B et pour la commune C. Dans le contrat, vous allez dire, le besoin de la commune A est de temps, par exemple, tant de fournitures, de bureaux, tant de matériel informatique. Le besoin de la commune B est de temps, tant de fournitures, tant de matériel informatique. Le besoin de la commune C est de temps, tant de fournitures, tant de matériel informatique. L'ensemble des besoins est agrégé. C'est cela que vous allez demander au marché. Vous allez dire, ben voilà, nous faisons masse des besoins de A, de B et de C, et nous vous demandons, à vous, entreprise, à vous, opérateurs économiques, de répondre à tous ces besoins. Donc la consultation est lancée par une seule commune, mais pour les 3 autres, pour elle-même et pour les 2 autres. Lorsque le marché est signé, c'est-à-dire lorsque la procédure est menée à son terme, alors chaque collectivité retrouve sa parfaite autonomie dans l'exécution du marché. Chaque collectivité va donc commander à hauteur des besoins qu'elle avait mentionnés
dans la convention portant groupement de commandes. La commune A va commander à hauteur des besoins qu'elle avait indiqués dans le contrat. La commune B va commander à hauteur des besoins qu'elle avait indiqués dans le contrat. Et la commune C de même. Le groupement de commandes est donc là pour simplifier la procédure de passation des marchés, mais une fois que le marché est notifié, une fois que le prestataire est sélectionné, chaque commune retrouve son autonomie dans la relation contractuelle, dans l'exécution du contrat. Sauf à ce que, et ça c'est tout à fait possible, sauf à ce que la convention portant groupement de commandes dise au stade de l'exécution du contrat, cela reste la commune A qui résout les éventuels litiges, quand bien même ces litiges concerneraient B ou C. Et c'est notamment le cas lorsqu'une commune a un service juridique ou un service de la commande publique, ou lorsqu'une structure intercommunale a un service plus structuré, plus staffé, plus robuste que d'autres collectivités. Donc voilà une technique tout à fait performante, me semble-t-il, qui est de dire, regroupons-nous, achetons ensemble, faisons une économie de procédures, plutôt que 3 procédures, chacun de son côté, lançons une seule procédure. Puisque nous avons agrégé les besoins, bien, nous faisons le pari assez vraisemblable que nous obtiendrons de meilleurs prix du fait du volume d'achat considéré. Donc, voilà une piste à ne pas écarter lorsque vous envisagez d'acheter. Posez-vous la question, n'y a-t-il pas une commune voisine, ou plus loin d'ailleurs, qui aurait un même besoin? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à se grouper pour constituer un groupement de commandes? La constitution d'un groupement de commandes est d'une remarquable simplicité. C'est une convention. C'est une convention. Il n'y a pas besoin de créer des statuts, de déposer des statuts en préfecture. Non, c'est un contrat. C'est un contrat. Alors, que l'on achète groupé ou que l'on achète seul, il y a un travail important à faire lorsqu'on lance une procédure de marché, c'est de définir son besoin. Ça, c'est tout à fait essentiel. Quel est mon besoin? Quel est mon besoin en termes d'objet? Quel est mon besoin en termes de quantité? Quel est mon besoin en termes de qualité attendue? Si je prends par exemple une prestation de maintenance des bâtiments, la question relativement aux besoins est celle de savoir quelle est la fréquence d'intervention attendue de mon prestataire. Au sein de cette prestation de maintenance des bâtiments, que vais-je demander au prestataire? Si j'ai une expertise en interne qui me permet de réaliser en régie, pour dire les choses simplement, un certain nombre de prestations. Voilà une obligation juridique, mais c'est aussi une obligation en termes de performance achat. Bien définir son besoin en termes de prestations attendues, de livrables attendus, de délai d'exécution, de fréquence d'intervention, de qualité de service, de performance en matière environnementale. Bien définir son besoin, c'est mettre en situation les entreprises de le comprendre et donc de faire une offre la plus pertinente. Bien définir son besoin, c'est aussi se mettre en situation d'avoir un marché qui s'exécute dans des bonnes conditions économiques. Imaginons que vous ayez sous-estimé le besoin en termes de quantité, en termes de fréquence d'intervention. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir passer un avenant. Or, bien souvent, l'avenant va avoir un effet de renchérissement de la prestation. Pourquoi? Tout simplement parce que l'offre initiale, elle avait été déterminée, elle avait été calibrée sur la base d'un besoin identifié, connu de l'entreprise. Si au bout de 2 ans, vous dites finalement, la fréquence d'intervention, ce n'est pas celle que j'avais envisagée initialement. Je vous avais demandé d'intervenir tous les mois dans mes bâtiments publics. Finalement,
pas tous les mois, mais c'est tous les 15 jours. L'entreprise n'avait pas structuré son offre pour une intervention tous les 15 jours. Elle devra mobiliser du personnel. Elle devra éventuellement redéployer du personnel pour la satisfaction de la prestation attendue. Et bien là, très naturellement, cela devrait se traduire par un renchérissement de la prestation. Donc, bien définir son besoin, être au clair sur ce que l'on attend, c'est créer les conditions d'une bonne exécution du marché. Ce besoin, il fait l'objet d'une estimation. Pourquoi? Parce que les seuils de procédure s'apprécient non pas en considération de la valeur du marché, mais en considération de l'estimation du besoin. C'est une estimation hors taxe et c'est une estimation qui doit tenir compte de toutes les périodes d'exécution du marché. Je m'explique. Imaginez que je regarde cet exemple pour bien comprendre en quoi il est illustratif dans toutes les phases de l'exécution du contrat. Je garde l'exemple de mon prestataire d'édition du bulletin d'information municipale. Vous lancez un marché pour une durée de 4 ans. Mais vous dites, comme je ne suis pas certain que mon besoin ne va pas disparaître, je dis, le marché sera de 4 ans, mais à raison de 2 années fermes et de 2 fois une année de reconduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous dites au prestataire, ben voilà, j'ai un marché d'édition du bulletin d'information municipale sur 4 ans, vous êtes sûr d'avoir 2 années, et je me réserve la possibilité de prolonger de 2 ans à raison de 2 périodes de reconduction d'une année. Question. Faut-il que j'estime le besoin sur les 2 années fermes, en occultant les 2 années hypothétiques, ou faut-il que j'estime le besoin sur les 4 années, quand bien même je me réserverai la possibilité de mettre un terme au marché à l'issue des 2 premières années? La réponse est claire. Vous devez estimer le besoin sur les 4 années. 4 années, car elles correspondent à l'hypothèse de l'exécution maximale du marché. L'estimation du besoin doit tenir compte des périodes de reconduction. L'estimation du besoin est variable suivant que l'on considère les travaux ou les fournitures et services. Pour les travaux, l'estimation du besoin couvre l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération. Je m'explique. Vous êtes une commune et vous souhaitez construire une salle polyvalente. Vous allez donc lancer un marché de travaux. Ce marché de travaux, votre besoin, ce n'est pas simplement une salle avec simplement 4 murs et un toit. Non. La salle polyvalente, c'est une cuisine, c'est des sanitaires, c'est une chaufferie. Voilà. L'opération, c'est salle polyvalente. Donc, votre besoin va considérer l'ensemble des opérations qui permettent de réaliser cette salle polyvalente. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas à l'intérieur de ce projet des lots, bien sûr. Il y aura un lot maçonnerie, un lot couverture, un lot chaufferie, un lot électricité, un lot plaquiste, un lot peinture, un lot aménagement d'espace, un lot équipement de grande cuisine, un lot fourniture, bien sûr. Mais votre opération, c'est salle polyvalente. Et donc, l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de cette opération doit être intégré dans la définition du besoin. La définition du besoin, ne se confond pas avec l'allotissement du marché. Dans une commune, qui peut définir le besoin? Et notamment, la question qui se pose est de savoir si le maire peut définir seul le besoin. La réponse est oui, sous réserve qu'il ait été habilité à le faire par le conseil municipal.
L'on considère en effet, et le Code général des collectivités territoriales rappelle, ainsi qu'une réponse ministérielle, que la définition du besoin se rattache à la préparation du marché. Et en matière de préparation du marché, l'autorité exécutive peut agir seule s'il a reçu régulièrement délégation du conseil municipal pour préparer ce marché. Alors, un élément important lorsqu'on veut définir son besoin, c'est aussi de savoir qui peut répondre. Et surtout, quelles sont les solutions, quelles sont les offres, quelles sont les fournitures, quels sont les services, quels sont les prestataires de marché de travaux qui sont susceptibles de pouvoir répondre. Ce qui soulève la question peut paraître problématique du sourcing. C'est un terme récent dans le droit de la commande publique, mais qui en réalité ne vient que consacrer dans les textes une pratique éprouvée, mise en œuvre par les personnes publiques. Le sourcing, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement connaître les entreprises, connaître les opérateurs économiques, connaître l'amont industriel, qui va pouvoir réaliser une prestation d'installation d'un réseau de fibres au sein de la commune, qui va pouvoir réaliser une prestation de centre de loisirs ou une prestation de formation à destination des agents municipaux, qui va pouvoir réaliser une prestation de restauration scolaire, qui va pouvoir réaliser une prestation d'entretien des bâtiments publics. C'est donc connaître le marché. Quelles sont les entreprises susceptibles de répondre? Et ce sourcing, eh bien, il ne faut pas le redouter. Aller à la rencontre des entreprises ne doit pas être craint. Ne surestimons pas le risque de délit de favoritisme. Ce n'est pas parce que vous allez rencontrer des entreprises que votre marché sera entaché du délit d'octroi d'avantages injustifiés. Et il est souhaitable d'aller rencontrer les opérateurs économiques. Alors comment? Tout simplement à la faveur de salons professionnels, à la faveur de rencontres informelles avec les entreprises. L'idée est vraiment de mieux connaître les offres disponibles, les solutions techniques existantes. Par exemple, y a-t-il pour l'éclairage public des solutions techniques innovantes? Y a-t-il des candélabres intelligents qui vont permettre d'éclairer la voie publique, mais qui pourront également réaliser d'autres opérations comme de la géolocalisation ou de la surveillance de la voie publique? Quelles sont les solutions techniques existantes? L'écueil, bien sûr, dans lequel il faut éviter de tomber, c'est de fausser la concurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, après avoir rencontré les entreprises, rédiger le marché de telle sorte à orienter le choix définitif. De la même manière, lorsque vous rencontrez les entreprises, dans le cas du sourcing, il faut respecter une stricte symétrie des informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je rencontre l'entreprise A, eh bien, je vais lui décrire mon besoin. Brièvement, à ce stade, je suis au stade du sourcing, je suis au niveau du sourcing, donc je n'ai peut-être pas une vue encore très précise de mon besoin dans toutes ses caractéristiques. Et lorsque je rencontre l'entreprise A, je vais lui donner quelques éléments macroscopiques sur le marché que je vais conclure, quel type de prestation, pour tel service au sein de la commune, pendant telle durée, avec telles conditions d'exécution. Bien, ces informations que vous donnez à l'entreprise A, vous devrez les donner dans les mêmes conditions, avec le même niveau de détail, à l'entreprise B, l'entreprise C, l'entreprise D, etc. Vous ne pouvez pas réserver des informations privilégiées à une entreprise. Je prends un exemple. Si vous avez
un marché de travaux de réaménagement des services administratifs de la commune, un marché de travaux disant, ben voilà, je souhaite rationaliser davantage les services municipaux en revoyant, reconsidérant l'emplacement dans mon bâtiment administratif du conseil municipal, du bureau du maire, du bureau de la secrétaire de mairie. Si vous avez ce type de marché, vous ne pouvez pas communiquer les plans de l'existant qu'à une seule entreprise. Le plan de l'existant, vous devez le communiquer à toutes les entreprises, car si vous communiquez le plan de l'existant qu'à certaines entreprises et pas à d'autres, eh bien vous donnez des informations privilégiées qui permettront aux entreprises qui disposent de ce plan de faire une proposition plus pertinente. Eh bien ça, ce n'est évidemment pas possible. Les informations doivent bénéficier à tous dans des mêmes conditions. C'est ce que l'on évoque ici lorsque l'on parle de stricte symétrie des informations aux opérateurs économiques intéressés. Lorsque vous lancez un marché de cantine scolaire et que vous donnez comme information le nombre de servis au sein de la commune, au sein de l'établissement public de coopération intercommunale, ou par exemple, vous dites, sur 4 repas ou 5 repas, je souhaite qu'il y ait un menu bio qui soit proposé aux élèves. Vous ne pouvez pas donner ces informations sur le marché existant qu'à certains opérateurs et pas d'autres. Car là encore, vous ne créez pas les conditions d'une égale concurrence. L'allotissement. L'allotissement, c'est la structuration du marché. Il y a une règle très claire, forte, qui est le principe suivant lequel tout marché public doit être alloti. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une structuration du marché de telle sorte à créer des lots. Le principe de l'allotissement est obligatoire pour tous les acheteurs publics, donc pour les collectivités territoriales, les communes. Pour autant, et si vous souhaitez vous assurer qu'une seule entreprise ne sera pas attributaire de tous les lots, vous avez la possibilité de limiter le nombre de lots auxquels les entreprises candidats peuvent soumissionner, c'est-à-dire auxquels les candidats peuvent répondre. C'est la première option. Et vous pouvez aussi dire que les entreprises ne pourront être attributaires que de certains lots. Si je prends, par exemple, mon marché de restauration scolaire, un marché de restauration scolaire, il y aura différents lots, bien entendu. Il y aura le lot pain et viennoiserie, il y aura le lot viande, il y aura le lot poisson, il y aura le lot fruits et légumes, il y aura le lot produits laitiers. Là, il y a vraiment allotissement. Bien, si vous voulez éviter qu'une seule entreprise soit attributaire de tous les lots, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez la possibilité de le faire en l'indiquant dans les documents de la consultation. Vous pouvez indiquer 2 choses. Une entreprise ne peut répondre qu'à un certain nombre de lots. Et deuxièmement, vous pouvez dire une entreprise ne pourra être attributaire que de X lots. Il y a un marché de restauration scolaire avec 5 lots, pain, viennoiserie, produits laitiers, viande, poissons et fruits et légumes. Là, vous pouvez dire les entreprises ne pourraient être attributaires que de 3 lots sur 5. Mais il faut le dire. Il faut l'écrire dans les documents de la consultation. Dans certaines hypothèses, on peut ne pas être en situation de pouvoir allotir. Dans ce cas, mais c'est une exception, or toute exception en droit s'interprète strictement, vous avez la possibilité de passer à un marché dit non alloti.
C'est-à-dire, vous dites, ben, là, je ne peux pas constituer des lots. Je ne suis pas en mesure de constituer des lots. Mais dans ce cas, si vous lancez un marché non alloti, eh bien, vous devrez être très précis et vous devrez motiver le fait que vous n'ayez pas alloti. Vous devrez donner des explications. Pourquoi n'avez-vous pas alloti? Et ça, il faudra le dire dans la consultation. Dans la consultation ou dans les documents qui précèdent la consultation. Alors, il y a différents motifs qui peuvent conduire une collectivité, une commune, à ne pas lancer de marché alloti. D'abord, le premier motif, c'est que la dévolution en lots séparés, c'est-à-dire l'allotissement, est de nature à restreindre la concurrence. Alors, on le comprend. Si vous multipliez le nombre de lots à tel point que seule une seule entreprise peut répondre, c'est-à-dire si vous saucissonnez, si vous fractionnez artificiellement, eh bien en réalité, la concurrence n'est que purement théorique. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, vous dites, ben, je n'allotis pas parce que l'allotissement aurait pour effet de renchérir le coût de l'opération ou le coût de la prestation. Faire appel à une entreprise A, B, C, D, en réalité, aura pour effet de renchérir l'opération au global. Et puis, troisième hypothèse, vous dites, et c'est notamment le cas en matière de marché de services ou en marché de travaux, vous dites, je n'allotis pas parce que je ne suis pas en mesure, moi, commune, avec le personnel dont je dispose, d'assurer des missions d'organisation, de pilotage ou de coordination du projet. J'ai donc besoin d'un seul interlocuteur qui va piloter, coordonner l'ensemble de l'opération, qu'il s'agisse d'une prestation de service, par exemple une prestation d'accompagnement, d'aide au changement au sein de services communaux, par exemple la transition numérique au sein de services municipaux, peut se traduire par la nécessité d'un accompagnement des équipes. Nouvelles pratiques métiers, nouveaux modes de fonctionnement. Et donc, une commune peut avoir besoin d'un prestataire qui va accompagner ce changement au sein de la collectivité. Un marché de travaux, bien entendu, l'exemple de ma salle polyvalente. Je n'ai pas le personnel technique au sein de la commune qui permet d'assurer le suivi de chantier ou la coordination. Dans ce cas, je lance un marché non alloti. Les seuils de procédure. Les seuils de procédure sont modifiés tous les 2 ans. Nous sommes ici sous le régime des seuils 2020-2021. Nous retrouvons ici la fameuse distinction entre pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice. Et vous relèverez que les seuils des procédures formalisées des pouvoirs adjudicateurs en matière de fourniture et de services sont plus bas que ceux des entités adjudicatrices. Lorsqu'on est en dessous des seuils de procédures formalisées, on est dans le contexte de la procédure adaptée. La procédure adaptée, c'est la procédure qui s'applique au marché en dessous des seuils de procédure formalisés ou qui s'applique à certains marchés, quelle que soit leur valeur estimée, quel que soit le montant, mais qui sont par leur objet même, des marchés à procédure adaptée. Alors, très brièvement, les seuils de procédure formalisés, ce sont des seuils européens. Et donc, on considère qu'au-delà d'un certain montant, eh bien, il y a certains marchés qui peuvent intéresser des prestataires qui ne sont pas des prestataires strictement nationaux, mais qui peuvent être des prestataires d'autres pays de l'Union européenne. Et donc, la Commission européenne fixe tous les 2 ans un seuil, en disant au-delà, eh bien, il faut lancer une procédure au niveau européen. Mais il y a certains marchés qui, par leur objet même, sont considérés comme n'étant pas susceptibles d'intéresser des prestataires européens. Ce sont des marchés qui, par leur objet, sont très
domestiques, nationaux. C'est le cas des marchés de formation, c'est le cas des marchés récréatifs, c'est le cas des marchés de conseil, d'avocats. Ces marchés vont être considérés comme des marchés à procédure adaptée, quand bien même la valeur estimée du besoin serait supérieure au seuil de 214 000 € hors taxe s'agissant de pouvoir adjudicateur ou de 428 000 € hors taxe s'agissant d'entité adjudicatrice. Et puis il y a un seuil assez favorablement interprété, qui est le seuil des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable. C'est le seuil des 40 000 €. Et regardez bien ce que l'on dit ici. On parle bien des marchés inférieurs à 40 000 € au pluriel. La valeur estimée des 40 000 € s'applique non pas au marché pris isolément, mais bien aux besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez bénéficier de ce régime très souple de passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable lorsque votre besoin est inférieur à 40 000 €. Mais ça ne vous autorise pas à contractuer plusieurs marchés de 39 999 € hors taxe, alors même qu'il s'agit du même besoin à satisfaire. Car que ferait le juge administratif? Que ferait le juge des comptes? Il dirait, très bien, tout ça, vous avez en effet, facialement, un marché inférieur à 40 000 € hors taxe. Mais moi, qu'est-ce que je constate? C'est que sur 4 ans, vous avez, pour satisfaire le même besoin, plusieurs marchés de 39 999 €. Ça veut dire donc que votre besoin, en réalité, est supérieur à ces 40 000 € hors taxe. Et donc, vous ne pouviez pas régulièrement contractualiser sans publicité ni mise en concurrence préalable. Le seuil des 40 000 € s'apprécie au niveau du besoin et non pas au niveau du contrat que vous allez conclure. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que même dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas contractualiser systématiquement avec le même fournisseur. Vous ne pouvez pas dire, mais parce que je suis dans le contexte d'un besoin inférieur à 40 000 €, systématiquement, à l'issue de la durée du marché, repartir avec le même. Vous devez un minimum réaliser une mise en concurrence. Comment? Très simplement, en sollicitant un devis, 2 ou 3 devis. Vous avez un besoin, vous dites ce besoin est inférieur à 40 000 €. J'ai, par un petit sourcing très élémentaire, constaté que plusieurs entreprises étaient susceptibles de répondre à ce besoin. Je les sollicite. Et cette mise en concurrence très rapide, très informelle, eh bien, vous pouvez la réaliser à travers 3 devis. Autre grande règle, lorsqu'on est gestionnaire public et qu'on lance les marchés, c'est la dématérialisation. La dématérialisation est désormais la règle pour toute procédure de marché et elle est obligatoire pour toute procédure de marché afférente à un besoin supérieur ou égal à 40 000 € hors taxe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez utiliser une plateforme, un profil acheteur, dit-on. Les journaux d'annonces légales ou les journaux de la presse quotidienne régionale proposent des profils d'acheteurs, c'est-à-dire une plateforme moyennant paiement d'un forfait, le plus souvent adossé au nombre de publications réalisées dans l'année, une plateforme sur laquelle vous allez faire 2 choses. Vous allez mettre à disposition les documents de la consultation, le cahier des charges, le règlement de consultation, les documents techniques, des annexes éventuellement. Et sur cette plateforme, vous allez aussi pouvoir échanger avec les entreprises.
s'il y a une question soulevée par une entreprise sur votre consultation, que cette question est matérialisée, formalisée sur la plateforme, eh bien, vous répondrez sur la même plateforme. Avec cet avantage, c'est que lorsque vous répondez à une question posée par l'entreprise A sur votre consultation, la réponse que vous allez faire, elle bénéficiera non seulement à A, mais aussi à l'entreprise B, l'entreprise C, l'entreprise D, etc. Là encore, ce que l'on veut assurer grâce à cette plateforme, c'est la transparence des procédures et la stricte symétrie d'information de toutes les entreprises susceptibles de répondre. Alors, le marché à procédure adaptée. Le marché à procédure adaptée, nous venons de le voir, ce sont les marchés qui sont conclus pour des besoins inférieurs au seuil des procédures formalisées. Je rappelle, seuil des procédures formalisées pour les collectivités locales, lorsqu'elles agissent comme pouvoir adjudicateur, ce sont les 214 000 € hors taxes en matière de fourniture ou de services, ce sont 5 350 000 € hors taxes pour les marchés de travaux. Pour ces marchés, eh bien, les modalités de la consultation sont librement déterminées par l'acheteur. Il y a une grande latitude ici. Et cette latitude, elle est appréciée en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, en fonction du nombre et de la localisation des opérateurs économiques. Bien entendu, si j'ai un marché à procédure adaptée de maintenance des bâtiments, je ne vais pas lancer une consultation sur l'ensemble de la région ou sur l'ensemble du territoire national, notamment lorsque les délais d'intervention qui vont être prévus dans mon marché supposent une particulière diligence, une particulière réactivité de mon prestataire. Et puis, le marché à procédure adaptée peut aussi tenir compte des circonstances de l'achat. Exemple, nous sommes au mois d'août, gros épisode d'intempéries, inondation de la commune, inondation de l'école communale, détérioration du toit, la rentrée est proche, je ne vais pas lancer une procédure extrêmement lourde pour corriger les désordres, pour remettre en état l'école à proximité de la date de la rentrée. Les circonstances de l'achat vont me permettre de lancer une procédure beaucoup plus rapide. Ça, c'est ce que permet le marché à procédure adaptée. Dans un marché à procédure adaptée, deux phases, phase sélection des candidatures, phase sélection des offres, même si désormais il est possible d'inverser ces phases. En marché à procédure adaptée, vous n'avez qu'une obligation, c'est d'informer les opérateurs économiques, c'est-à-dire les personnes morales ou physiques, publiques ou privées, s'agissant des personnes morales susceptibles de répondre, sur les critères de sélection. Mais vous n'êtes absolument pas obligé, en marché à procédure adaptée, d'indiquer les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidats. Sur les offres, sur quels critères la commune va-t-elle choisir l'offre des entreprises qui ont répondu? Dans un marché à procédure adaptée, vous devez indiquer dans les documents de la consultation, dans l'avis d'appel public à la concurrence, dans le règlement de consultation, les critères de choix des offres, c'est-à-dire les critères d'attribution du marché. Sachant que, nous l'avons vu, au début de cet entretien, un marché public présente toujours un élément d'onérosité, une dimension économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les critères que vous allez retenir, il y aura nécessairement le critère du prix, nécessairement. Là encore, un contrat où il n'y a pas de caractère onéreux, où il n'y a pas de versement de prix, où il n'y a pas d'abandon de recettes, n'est pas un marché public. Les critères sont très vagues, très larges. Ça peut être c'est nécessairement le prix,
mais ça peut être aussi la qualité de service, la valeur technique de l'offre, la performance en matière environnementale, les considérations liées à l'insertion sociale. Est-ce que dans mon marché, j'ai un critère relatif à l'insertion des personnes éloignées de l'emploi? Ça peut être un critère tiré de l'innovation. Est-ce que j'introduis dans le critère de choix de l'offre un critère lié à l'innovation, c'est-à-dire je donne la possibilité aux entreprises de formuler une offre innovante et je vais coter, je vais évaluer ce critère d'innovation. En marché à procédure adaptée, il n'y a pas d'obligation de pondérer les critères de choix des offres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé strictement de dire le critère prix est à 50%, 60%, le critère valeur technique est à 50% ou à 40% selon les hypothèses. Il n'y a pas d'obligation. Mais s'il n'y a pas d'obligation, c'est hautement recommandé de le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que une information claire donnée aux entreprises sur la pondération respective des critères, c'est-à-dire leur pourcentage, le pourcentage que vous allez accorder à ces critères, donne des éléments d'information précis aux entreprises pour calibrer leur réponse. Si vous vous bornez à dire, voilà, j'ai une procédure de marché, le critère prix est le premier critère, le critère valeur technique est le second, le critère performance en matière environnementale est le troisième. Sans autre précision que cela, on comprend bien que ce n'est pas du tout, ça ne met pas en situation l'entreprise de faire une offre la plus pertinente dans ce cas de figure, versus l'hypothèse où vous allez dire le critère prix est à 50%, la valeur technique est à 30% et la performance environnementale à 20%. Car dans la deuxième hypothèse, bien, vous donnez plus d'informations aux entreprises et donc elles seront en mesure de mieux répondre. Donc s'il n'y a pas d'obligation, je recommanderais en marché à procédure adaptée de maintenir un principe de pondération, c'est-à-dire de fixer un pourcentage à chacun des critères que vous allez retenir. Le choix de l'offre et la problématique de l'achat local. Au risque de décevoir un certain nombre d'entre vous, je rappelle ici qu'il ne peut y avoir aucunement un critère de préférence locale en termes de choix de l'offre. Vous ne pouvez pas introduire dans votre document de marché un critère de choix qui serait tiré de l'implantation locale, de l'implantation géographique d'une entreprise. Cela, c'est tout à fait irrégulier. Car c'est discriminatoire. Si je garde, par exemple, mon exemple de l'édition du bulletin municipal, vous ne pouvez pas dire l'imprimeur devra être implanté sur le territoire de la commune. L'imprimeur devra être implanté sur le territoire du département. Cela, c'est impossible, car à l'heure de la dématérialisation, il est tout à fait possible, par un échange de fichiers électroniques, qu'un imprimeur d'une commune située dans les Deux-Sèvres soit implanté en Alsace, soit implanté en région parisienne, soit implanté en Gironde. C'est tout à fait possible, car en réalité, c'est simplement un échange de fichiers avant l'impression. Il n'y a aucun critère tiré de l'exécution du marché, dans mon exemple de l'impression d'un bulletin municipal, qui justifie ce critère de la préférence territoriale, de la préférence géographique. A fortiori, lorsque le bulletin d'information municipale est un bulletin électronique. En revanche, vous pouvez jouer sur l'implantation géographique lorsque cette implantation géographique constitue une condition
à l'exécution du marché. L'exemple, maintenance des bâtiments. Vous pouvez dire qu'en matière de maintenance des bâtiments, les circonstances locales exigent, ou la nature du bâtiment exige, un délai d'intervention rapide. Je prends un exemple où vous avez sur le territoire de la commune un établissement public, un établissement de personnes âgées dépendantes. Bien. Il y a un ascenseur dans cet EHPAD. Vous allez pouvoir dire, pour la maintenance des ascenseurs, le délai d'intervention est maximum de une demi-heure. Alors là, c'est valide. Ce délai d'intervention qui est lié à l'objet du marché va avoir pour conséquence que seul un prestataire de maintenance des ascenseurs situé au plus à 30 minutes du lieu de la commune pourra répondre. Mais on voit bien ici que l'implantation géographique n'est qu'une conséquence de l'exécution opérationnelle du marché. Ce n'est pas un critère de choix. C'est parce que le marché prévoit qu'en EHPAD ou dans une école, l'intervention de l'ascenseuriste doit être rapide, diligente, que, conséquence, le prestataire pourra être à proximité géographique. Élément important en matière de marché à procédure adaptée, c'est la négociation. En marché à procédure adaptée, il est possible de négocier. C'est même une caractéristique du marché à procédure adaptée. La négociation est possible, mais elle n'est jamais obligatoire. C'est une faculté. Mais si c'est une faculté pour l'acheteur ne doit pas laisser dans l'ignorance les entreprises. Là encore, on retrouve l'exigence de transparence. L'acheteur ne peut pas faire mystère de l'option qu'il va lever de négocier ou pas. Pourquoi? Tout simplement parce que si les entreprises ignorent tout de la possibilité de négocier, là encore, elles ne sont pas en mesure de faire leur meilleure offre dès leur offre initiale. Et donc, pour que la négociation soit possible et valide, il faut que l'acheteur indique clairement, dès le document de la consultation, qu'il se réserve la possibilité, le droit d'attribuer le marché sans négociation. C'est très différent comme information à la destination des entreprises lorsque vous dites « je me réserve la possibilité de négocier » et lorsque vous dites « je me réserve le droit d'attribuer le marché sans négociation ». Parce que dans le deuxième cas, vous invitez d'emblée les entreprises à faire leur meilleure offre dès leur offre initiale. Dire « je me réserve la possibilité de négocier », c'est entretenir le flou. Dire « je me réserve le droit d'attribuer le marché sans négociation », c'est dire aux entreprises « vous êtes fixés, il n'y aura peut-être pas de négociation, parce que je pourrais attribuer le marché sur la base des offres initiales, donc faites vos meilleurs efforts dès votre première offre ». Et l'on voit bien que ce n'est pas le même niveau d'information, ce n'est pas la même transparence qui est assurée. Car les entreprises se disent, là, elles prennent elles-mêmes le risque. Elles prennent elles-mêmes le risque. Car la commune peut dire, non, les offres initiales me conviennent, donc je ne négocie pas. Si les entreprises n'avaient pas eu cette information, eh bien, elles auraient pu en garder sous le pied, si je puis dire. Donc, il est souhaitable d'introduire dans le règlement de la consultation une mention expresse stipulant que le pouvoir adjudicateur, la commune, se réserve le droit d'attribuer le marché sans négociation. Avec qui négocier? Avec toutes les entreprises qui ont répondu, qui ont remis une offre, ou avec certaines d'entre elles. L'hypothèse est ici celle de la short list. Dans ce cas-là encore, il faut être très transparent et dire
sur quels critères cette shortlist va être déterminée. D'ordre pratique, on dira que la négociation intervient avec les 3 entreprises ou les 3 soumissionnaires qui ont proposé les 3 meilleures offres. On va donc indiquer d'emblée quels vont être les critères de sélection de cette shortlist. Enfin, la négociation, ce n'est pas un marchandage. Ça, c'est très important. La négociation n'a pas strictement pour objet de tirer les prix vers le bas. Et je dois dire que rentrer en négociation avec comme seul leitmotiv de tirer les prix vers le bas, c'est s'exposer à ce que la prestation ne soit pas de qualité. Car il y a un moment où l'entreprise, elle ne s'y retrouvera pas. La négociation porte surtout les éléments de l'offre. La négociation peut porter sur le prix, bien sûr, mais elle peut aussi porter sur la qualité de service, sur les délais d'intervention, sur la fréquence d'intervention. Vous avez une offre initiale qui dit, bien, en matière de maintenance des bâtiments municipaux, j'ai une intervention avec une fréquence et un prix correspondant toutes les semaines ou tous les 15 jours. Vous pouvez dire, ce n'est pas suffisant. La maintenance des bâtiments, le contrôle des bâtiments interviendra toutes les semaines et quel est le prix correspondant. La négociation peut aussi porter en matière de marché de travaux sur l'équipe projet ou qui va assurer le pilotage. Donc ce sont tous les aspects de l'offre qui peuvent faire l'objet d'une négociation. Voilà, j'en ai terminé avec cette économie générale. Rapidement, vous verrez dans le support qui vous sera diffusé que le gouvernement, dans le cadre des mesures exceptionnelles prises pour faire face à l'état d'urgence sanitaire, a prévu un certain nombre d'aménagements aux règles des marchés publics, aussi bien en matière de passation qu'en matière d'exécution. Ce régime assoupli a vocation à perdurer au-delà de 2 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Je rappelle que l'état d'urgence sanitaire perdure jusqu'au 10 juillet. Les mesures d'aménagement aux règles de la commande publique peuvent être mises en œuvre pendant un délai de 2 mois au-delà de ce 10 juillet, c'est-à-dire jusqu'à début septembre. Ces mesures, ces règles assouplies concernent la procédure de passation, prolongation des délais de réception des candidatures et des offres, modalité de mise en concurrence, mais elles concernent aussi les règles de l'exécution du marché, qu'il s'agisse du régime financier ou qu'il s'agisse même de l'exécution des prestations, de l'indemnisation du titulaire. Il y a 4 cas qui sont repris ici avec le régime correspondant. Le premier cas est l'exécution des prestations par le titulaire est possible, mais le titulaire ne peut respecter les délais contractuels convenus. Et dans ce cas, un régime de prolongation est prévu. Le deuxième cas, le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter les prestations contractuelles. Là encore, un certain nombre de dispositions sont prévues en termes de pénalité et d'autre part en termes de marché de substitution. Lorsque vous êtes en face d'un titulaire qui ne peut plus exécuter des prestations convenues, vous avez la possibilité de lancer un marché de substitution sans publicité ni mise en concurrence. Mais là encore, la durée strictement nécessaire et pour la durée qui reste à courir. Une fois la période de 2 mois au-delà de l'état d'urgence sanitaire, bien, il faudrait relancer une procédure. Vous êtes en situation de devoir annuler un bon de commande ou de résilier un marché. Là encore, régime d'indemnisation. Enfin, vous êtes contraint à suspendre un marché forfaitaire. Là encore, régime de paiement assoupli. Voilà en substance les grandes lignes qu'il faut avoir à l'esprit en matière de passation des marchés publics.
qui peut acheter, comment construire son allotissement, comment connaître le marché fournisseur, comment négocier, quels sont les seuils. Ce sont les grandes lignes qui me paraissaient nécessaires à porter à votre connaissance dans le cadre de cette session de sensibilisation. Je vous remercie vivement de votre attention et je n'ai pas vu de questions. Alors, je ne sais pas s'il y en a, mais s'il y avait des questions, j'y répondrai bien volontiers. Merci à toutes et à tous. Merci Guillaume. Je n'ai pas vu de questions non plus. Julien? Non, effectivement, mais Guillaume a été extrêmement clair, selon moi. Donc, non, non, parfait. Merci à tous. Vous recevrez, hein, comme d'habitude, dans les jours qui suivent, le document support utilisé ce soir. Et pour ceux qui seront présents demain, vous recevrez pour l'atelier relatif au budget qui se tiendra à 11 h, vous recevrez dès demain matin à la première heure le lien de connexion via mon secrétariat. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal que vous ne l'ayez pas encore reçu. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Merci. Oui, Nathalie. Julien, tu as la main, donc c'est à toi de couper l'enregistrement. Non, tu as la main. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est revenu chez moi, excuse-moi. Bon, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Guillaume pour Merci. l'intervention. C'est vrai que c'était clair. Alors, soit c'était clair, soit ils étaient endormis, mais pour moi, c'était très clair. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci.